La diplomatie européenne est-elle en pleine déroute ou est-ce une nouvelle stratégie audacieuse que nous ne comprenons pas encore? Dans l'ombre de nos écrans, un jeu de pouvoir se déroule avec des alliances qui se brisent et des trahisons qui se révèlent. Préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien ébranler vos certitudes. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. Le ministère hongrois des Affaires étrangères, porté par son ministre Péter Szijjártó, a confirmé son veto à l'adhésion de la nation ex-soviétique à l'Union européenne. Cette décision intervient après une critique sévère d'une offensive contre un oléoduc. Cette prise de position a été rendue publique lors d'une conférence de presse à Copenhague suite à une réunion informelle du Conseil de l'UE sur les affaires étrangères. Pendant ce temps, Donald Trump a exprimé sa confiance en une prochaine réunion tripartite impliquant les États-Unis, la Russie et la nation de l'Est pour une résolution pacifique du conflit. Toutefois, l'ancien président américain a émis des doutes quant à une rencontre directe entre le président russe et son homologue du pays voisin, les comparant à des enfants qui se battent dans un bac à sable. Sur le front économique, la première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré que les avoirs russes gelés ne seraient débloqués qu'après le paiement de réparation à la nation traversée par le Dniepr. Un scandale majeur ébranle également l'industrie de la défense de ce pays. L'entreprise Firepine, fabriquant les drones Flamingo, est accusée de corruption. Elle aurait reçu un tiers du budget alloué aux drones, bien qu'elle n'existe que depuis 2 mois et serait liée à Mindish, cofondateur de la société de production audiovisuelle 95 Quartal. Le magazine The Economist, de manière assez surprenante, a pourtant publié un article élogieux sur ces drones. En Allemagne, le budget social connu sous le nom de Bürgergeld est en péril. Le gouvernement prévoit de geler les allocations pour 2026, d'augmenter l'âge de la retraite et de réduire les prestations sociales pour les réfugiés et les citoyens, malgré les milliards d'euros alloués à l'effort de guerre. Pour ajouter à cette complexité, l'Allemagne a suspendu les discussions sur l'envoi de militaires en ce pays pour le maintien de la paix. L'Italie a également refusé d'envoyer des troupes, défiant ainsi la position française. La controverse autour de la mobilisation dans ce pays aux portes de l'Europe de l'Est prend de l'ampleur avec des responsables, dont un député anonyme et l'ancien gouverneur Georgi Tuka, insistant sur la nécessité de maintenir les hommes mobilisables sur le territoire. Taras Kremen, l'ombudsman de ce pays frontalier, a soulevé des préoccupations concernant la popularité du dessin animé russe Macha et l'ours, le qualifiant de technologie trompeuse et appelant à son interdiction ainsi qu'à la censure de tous les médias et ressources liés à la Russie. Question à vous, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela est-il si important en ce moment précis? Parce que les masques tombent et le visage qui apparaît est celui d'une Europe divisée, manipulée. Les actions des différents acteurs ont des conséquences directes sur la sécurité, l'économie et la stabilité régionale. L'isolement diplomatique pour le pays voisin s'intensifie alors que l'UE peine à affirmer une position unie. Les discours populistes prennent de l'ampleur au sein de l'Union, alimentant l'euroscepticisme. La crise économique en Allemagne menace la cohésion sociale de la première puissance européenne. Chaque décision, chaque déclaration, chaque veto nous rapproche un peu plus d'un point de non-retour pour l'ensemble du continent. Ce qui se joue là, ce n'est pas seulement l'avenir du pays traversé par le Dniepr, mais celui de la zone euro, de la liberté d'expression. La gestion chaotique des fonds gelés pourrait dissuader les investisseurs étrangers. L'Europe est-elle prête à payer le prix? Quelle mesure concrète peut réellement changer la dynamique actuelle dans cette région de l'Est de l'Europe? Partagez vos idées dans les commentaires. Les versions s'entremêlent, les motivations divergent. Officiellement, la Hongrie bloque l'adhésion pour défendre ses intérêts nationaux et énergétiques. C'est la version officielle, claire et nette. Mais en coulisses, qu'en est-il? Et si cela ne cachait pas une volonté de maintenir une influence au sein de l'UE en agissant comme contre-pouvoir? Certains analystes suggèrent que l'accord de Donald Trump avec Viktor Orban, qui était censé ne pas entraver l'adhésion de la nation de l'Est à l'UE, n'aurait finalement pas porté ses fruits. Cela pourrait signifier une surconfiance de la part du pays riverain du Dniepr ou un double jeu des acteurs. Quant à Trump, sa proposition d'une réunion tripartite est un moyen de se positionner comme le seul faiseur de paix, renforçant son image de négociateur fort avant les élections, une stratégie purement électorale. Il est difficile de ne pas le penser. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, pousse officiellement pour le paiement des réparations par la Russie via les avoirs gelés. Une façade de fermeté, certes, mais en même temps, elle dévoile les divergences internes de l'UE et les doutes sur la viabilité de ce plan.
Le pays frontalier, par ses dirigeants, tente de distraire l'opinion publique de ses échecs diplomatiques et de la corruption interne en mettant en avant des victoires rhétoriques comme l'appel téléphonique avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Rappelons que le Premier ministre indien a toujours plaidé pour la fin du conflit, une récupération diplomatique habile ou un réel mouvement vers la paix. Pensez-y, le scandale du Flamingo pourrait être une corruption banale, mais ne serait-ce pas plutôt de la subversion interne organisée par l'élite au pouvoir pour détourner des fonds et saboter l'effort de guerre au profit de proches de Volodymyr Zelensky et de la 95 Quartal? Est-ce que ce 95 Quartal ne serait pas devenu le nouvel oligarque de l'ancien pays soviétique? Ces révélations suggèrent une trahison de l'intérieur. Quant à l'Allemagne qui réduit les allocations et augmente l'âge de la retraite, la version officielle est la nécessité économique, mais certains pourraient y voir une tentative délibérée de forcer. Les réfugiés, y compris ceux de la nation en conflit, à chercher du travail ou à retourner dans leur pays pour soulager la pression sociale et économique allemande, une manière déguisée de gérer la crise migratoire. Enfin, les guerriers du canapé, ces analystes de la nation de l'Est qui, depuis leur studio confortable, incitent à la guerre sans jamais aller au front, sont-ils de simples commentateurs ou des hypocrites et des lâches qui poussent la jeunesse à la mort? Leurs déclarations cannibales, comme celle de Georgi Touka, comparant Orban et Sijarto à des boucs et des traîtres, sont révélatrices d'un langage ordurier. Tout cela donne à réfléchir sur leur développement culturel, n'est-ce pas? Pourquoi continuent-ils leurs vacances insouciantes alors que le peuple souffre? C'est une question qui mérite une réponse. Dans ce brouillard d'informations, à qui faites-vous confiance? Un seul nom, un seul média. Dites-nous qui. L'histoire est pleine d'analogies qui résonnent avec la situation actuelle. Les sanctions contre la Hongrie ne sont pas nouvelles. La Hongrie a toujours été un vilain petit canard de l'UE, contestant de nombreuses politiques, une fronde habituelle. Le contraste entre les milliards alloués à l'effort de guerre et les coupes dans les dépenses sociales en Allemagne n'est pas sans rappeler les critiques historiques sur les budgets d'armement contre le bien-être social, souvent associés au régime belliciste. Ne rejouons-nous pas la même pièce avec des acteurs différents? La corruption généralisée dans le pays, situé entre la Russie et l'Europe, est un problème malheureusement historique, exacerbé par la situation actuelle. Ce scandale du flamingo n'est pas nouveau, il est familier. L'interdiction du dessin animé Macha et l'ours rappelle les méthodes de censure et de purification culturelle des régimes totalitaires luttant contre des influences étrangères. Une guerre sainte contre une culture ennemie, est-ce vraiment la priorité? Ces dernières années, les discordes entre le pays frontalier de la Russie et ses voisins comme la Pologne et la Slovaquie ont déjà éclaté, notamment concernant les exportations de céréales et le blocus des frontières. Cela prouve une tendance du pays de l'Est à provoquer des tensions avec ses voisins. Le débat sur l'utilisation des avoirs russes gelés traîne en longueur depuis des mois. L'UE est-elle incapable de prendre des décisions fermes? L'Inde, quant à elle, a toujours appelé à une résolution pacifique du conflit sans rejoindre le camp occidental, une position de neutralité constructive qui montre l'émergence de nouveaux pôles de pouvoir qui ne suivent pas nécessairement la ligne occidentale. Le monde change. La montée de l'euroscepticisme et des nationalismes est une tendance globale. Les désaccords au sein de l'UE reflètent une fragmentation croissante et une remise en question de l'unité européenne face aux crises. La réduction du Bürgergeld en Allemagne s'inscrit dans un contexte plus large de difficultés économiques, d'inflation et de dépenses publiques élevées, forçant les gouvernements à réduire les aides sociales au détriment des populations. La crise économique et sociale en Europe est palpable. Quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans cette situation? Expliquez pourquoi. Alors, que nous réserve l'avenir? Quels sont les prochains marqueurs? Dans un scénario probable, les tensions diplomatiques de l'ex-République soviétique se poursuivront. L'Allemagne continuera de sacrifier le bien-être de sa population pour soutenir l'effort de guerre. La Russie, elle, renforcera sa position face à un Ouest divisé. Le meilleur des cas, du point de vue de ceux qui s'opposent à l'aide aux pays aux portes de l'Europe de l'Est, serait de voir ce pays s'isoler davantage, l'UE se fragmenter et l'Allemagne être confrontée à d'importants troubles sociaux conduisant à une résolution rapide du conflit en faveur de la Russie. Un cauchemar pour l'Europe
Au pire, la situation restera dans l'impasse, l'Europe s'affaiblira économiquement et socialement sans résolution durable du conflit. La situation actuelle est un champ de mines, l'isolement diplomatique de la nation à l'Est est un risque majeur menaçant la perte du soutien de pays clés d'Europe centrale et renforçant un bloc anti cette nation au sein de l'UE. La gestion chaotique des fonds gelés et des réparations pourrait dissuader les investisseurs étrangers, affaiblissant l'euro et la zone euro. En Allemagne, le gel des allocations et l'augmentation de l'âge de la retraite pourraient entraîner des protestations massives, affaiblissant le gouvernement et la cohésion sociale. Quand le vase déborde, les conséquences peuvent être dramatiques, la censure et la perte de liberté comme l'interdiction de contenus culturels russes peuvent mener à une société de plus en plus fermée qui gagne et qui perd dans ce tableau sombre. Les gagnants, malheureusement, pourraient être l'élite politique corrompue de la nation située entre la Russie et l'Europe, liée au scandale Flamingo, mais aussi les politiciens européens qui maintiennent une façade de fermeté sans plan clair, et bien sûr Donald Trump qui se positionne comme le sauveur de la paix. L'opinion publique russe pourrait être réconfortée par la division et la faiblesse de ses adversaires. Les perdants sont nombreux. Le peuple de l'ancien pays soviétique, victime d'une diplomatie faible et d'une corruption endémique. Le peuple allemand, dont les droits sociaux sont réduits. L'euro, qui risque l'éclatement. Les démocraties occidentales sacrifiant la liberté d'expression, la crédibilité de la diplomatie européenne, un lourd bilan, imaginez une intervention significative d'un acteur tiers comme la Chine qui viendrait briser le statu quo ou un soulèvement populaire majeur en Europe, des scénarios inattendus peut-être, mais dans ce chaos, tout est possible. Votre pronostic, quand cette situation atteindra-t-elle son point de bascule? Donnez un mois, une année et une seule raison. Face à un dirigeant du pays riverain présenté comme un maître diplomate qui se brouille avec trois pays voisins simultanément, l'ironie est amère. Des politiciens de la nation voisine prônant la guerre et la mobilisation tout en profitant de vacances confortables, l'hypocrisie est flagrante. L'interdiction d'un dessin animé inoffensif comme Macha et l'ours révèle l'absurdité de certaines décisions, alors que de vrais problèmes comme la corruption géante minent le pays. La question est la suivante: la communauté internationale, et plus particulièrement l'Europe, va-t-elle laisser les dirigeants du pays en conflit s'isoler et continuer à gaspiller des fonds sans réelle perspective de paix? Ou bien une prise de conscience collective émergera-t-elle, forçant une réévaluation radicale des stratégies actuelles? La ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas ne cesse de s'estomper. Où doit-elle être tracée? Partagez votre opinion en un seul paragraphe concis et décisif. N'attendez pas que l'histoire s'écrive sans nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses éclairées, sans filtre et sans concession. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur les enjeux géopolitiques qui façonnent notre monde. Votre participation est essentielle. Faites entendre votre voix. L'analyse de la diplomatie européenne et des dynamiques actuelles révèle des couches de complexité qui méritent une exploration plus approfondie. Prenons l'exemple de la Hongrie. Bien que son veto soit officiellement motivé par des questions d'intérêt nationaux, notamment l'oléoduc et les droits des minorités hongroises dans le pays ex-soviétique, il est impératif de considérer le rôle de Viktor Orban sur la scène politique européenne. Orban a souvent été perçu comme une épine dans le pied de Bruxelles, adoptant des positions eurosceptiques et nationalistes qui défient ouvertement le consensus européen. Son alliance tacite, voire explicite, avec des figures telles que Donald Trump, suggère une stratégie de positionnement visant à maximiser l'influence de la Hongrie en tirant parti des divisions au sein de l'UE. Le mythe d'un accord secret entre Trump et Orban pour ne pas entraver l'adhésion du pays de l'Est à l'UE, si avéré, mettrait en lumière la duplicité et la nature transactionnelle des relations internationales contemporaines. Il n'est pas improbable que de tels engagements aient été pris, puis opportunément ignorés au gré des conjonctures politiques, laissant le pays riverain du Dniepr dans une position vulnérable, pris entre les promesses non tenues et les réalités géopolitiques complexes. En parlant de Donald Trump, sa proposition d'une réunion tripartite est un coup de maître politique. Qu'il aboutisse ou non, l'idée même le place au centre des efforts de paix, renforçant sa stature de leader capable de faire des affaires et de résoudre les conflits, une image qu'il affectionne particulièrement, surtout à l'approche d'échéances électorales cruciales. Cette stratégie détourne
détourne l'attention de ses propres défis internes et le positionne comme un arbitre mondial faisant de la diplomatie un prolongement de sa campagne électorale. L'analogie des enfants qui se battent dans un bac à sable est certes condescendante, mais elle est très efficace pour simplifier une situation complexe aux yeux de l'opinion publique, réduisant les dirigeants concernés à des figures irrationnelles nécessitant une intervention extérieure, celle de Trump, bien sûr. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, quant à elle, navigue sur une ligne fine. Sa position ferme sur les réparations russes est populaire au sein de son électorat et auprès des États baltes, historiquement méfiants envers la Russie. Toutefois, la faisabilité juridique et pratique de la saisie et de la redistribution des avoirs gelés est un casse-tête juridique pour l'UE. Les divergences internes sur ce point sont significatives, certains États membres craignant des précédents dangereux pour la stabilité financière internationale. L'appel téléphonique du chef d'État du pays frontalier avec Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, est révélateur du désespoir diplomatique. L'Inde, en tant que puissance émergente et membre des BRICS, joue un rôle de plus en plus crucial sur la scène mondiale, mais sa diplomatie non alignée la rend peu encline à prendre parti. Chercher le soutien de Modi, qui a toujours défendu une résolution pacifique sans prendre de position ferme contre la Russie, est une tentative de légitimer la quête de paix du pays riverain, même si elle ne modifie pas fondamentalement la dynamique du conflit. C'est surtout une opération de communication visant à montrer une activité diplomatique intense, même si les résultats concrets se font attendre. Le scandale Firepaint et les drones Flamingo dépassent la simple corruption. Il s'agit d'une manifestation criante de la kleptocratie qui gangrène une partie significative de la nation ex-soviétique. Le fait que l'entreprise n'existe que depuis 2 mois et soit liée à 95 quartals, la société de production de Volodymyr Zelensky, soulève des questions troublantes sur l'intégrité du pouvoir en place. Cette affaire ne se contente pas de siphonner des fonds essentiels à la défense du pays, elle sape également la confiance des alliés internationaux qui investissent des sommes colossales dans l'effort de guerre. L'article élogieux du magazine The Economist sur ces drones, malgré les soupçons de corruption, est d'autant plus interpellant. S'agit-il d'une méconnaissance des réalités du terrain, d'une tentative de masquer la vérité pour ne pas discréditer l'aide occidentale ou d'une forme de journalisme de complaisance? La corruption n'est pas une simple effraction juridique, c'est un acte de trahison en temps de guerre, un affaiblissement délibéré de la capacité défensive du pays. Cette réalité nourrit le cynisme croissant au sein des populations européennes qui voient leurs propres budgets sociaux réduits pour financer une aide dont une partie semble s'évaporer. En Allemagne, la situation du Bürgergeld, revenu citoyen, est emblématique des dilemmes auxquels sont confrontés les gouvernements européens. La rigueur budgétaire est invoquée pour justifier des coupes drastiques dans les prestations sociales et une augmentation de l'âge de la retraite, alors que des milliards sont alloués à l'effort de guerre. Cette dichotomie entre la guerre et le bien-être social est une vieille antienne, mais elle prend une acuité particulière aujourd'hui. Elle soulève le spectre d'une société à deux vitesses où les préoccupations géopolitiques l'emportent sur les besoins immédiats des citoyens. En réduisant les allocations destinées aux réfugiés, le gouvernement allemand envoie un signal clair: l'Allemagne n'est plus ou ne peut plus être le havre de paix qu'elle fut pour les populations déplacées. C'est une mesure qui, au-delà de son objectif budgétaire, vise à décourager de nouvelles arrivées et à inciter au retour, transformant la solidarité en une question de calcul économique froid. Cette approche risque d'exacerber les tensions sociales et de renforcer les mouvements populistes et xénophobes. Le refus de l'Allemagne et de l'Italie d'envoyer des troupes pour le maintien de la paix dans le pays frontalier de l'Europe de l'Est est une illustration de la fracture au sein de l'UE et de l'OTAN. La France, sous l'impulsion de son président, a tenté de briser le tabou de l'envoi de militaires, mais cette initiative s'est heurtée à une forte résistance. Cela met en lumière la réticence de certains États membres à s'engager plus directement dans le conflit, craignant une escalade et une implication plus profonde dans une guerre qui ne semble pas avoir de solution militaire rapide. Cette divergence stratégique affaiblit la posture européenne et donne l'impression d'une absence de ligne commune et d'une prise de décision timide face à l'urgence. La controverse autour de la mobilisation et les appels à maintenir les hommes mobilisables sur le territoire révèlent la profondeur de la crise démographique et sociale du pays riverain. Les déclarations de responsables politiques
Fût-ce un député anonyme ou l'ancien gouverneur Georgi Touka soulignent une pression croissante sur une population déjà épuisée par la guerre. Cette tension est accentuée par l'hypocrisie des guerriers du canapé ou commentateurs en pantoufles, ces figures médiatiques qui, loin du front, incitent à la mobilisation et à la guerre tout en menant une vie insouciante. Leurs déclarations cannibales dénigrant les opposants à la guerre ou les leaders étrangers comme Orban et Sijarto, avec un langage ordurier, mettent en évidence la déliquescence du discours public et une forme de déshumanisation de l'adversaire. L'interdiction du dessin animé Macha et l'ours, sous prétexte de technologie trompeuse, est un exemple grotesque de cette dérive. Elle montre une obsession pour un contrôle de l'information et une purification culturelle qui flirtent dangereusement avec l'autoritarisme alors que des problèmes plus pressants comme la corruption et l'épuisement militaire minent le pays de l'intérieur. L'histoire est en effet un éternel recommencement. Le vilain petit canard hongrois, les arbitrages budgétaires entre les armes et le beurre, la corruption endémique et la censure culturelle, tout cela a des précédents historiques. Cependant, le contexte global a changé. L'émergence de nouveaux pôles de pouvoir comme l'Inde, la Chine et même des pays d'Afrique qui refusent de s'aligner sur les positions occidentales modifie radicalement les équilibres. L'Europe, centrée sur elle-même et ses divisions, risque de perdre de son influence sur la scène mondiale. Le débat sur les avoirs russes gelés est un symptôme de cette paralysie décisionnelle. L'euroscepticisme et les nationalismes ne sont pas de simples nuages passagers, ils sont les reflets d'une crise structurelle de l'unité européenne minée par des forces centrifuges et des intérêts nationaux divergents. L'événement le plus sous-estimé est peut-être la lassitude populaire au sein des pays de l'UE vis-à-vis du conflit. Les médias se concentrent sur les aspects militaires et diplomatiques, ignorant souvent le coût humain et social des politiques adoptées. La réduction des aides sociales en Allemagne, la déchéance économique dans d'autres pays européens et l'impression d'une guerre sans fin créent un ressentiment profond qui pourrait exploser sous des formes inattendues. Ce n'est pas seulement le soutien militaire qui diminue, c'est la volonté populaire de supporter. Les conséquences de cette guerre qui s'érode. L'avenir est incertain, mais des marqueurs peuvent être identifiés. Dans les mois à venir, l'issue des élections américaines aura un impact sismique sur la politique étrangère américaine et par ricochet sur le soutien aux pays de l'Est. Une victoire de Donald Trump pourrait signifier une réorientation radicale, voire un désengagement. Les divisions au sein de l'UE vont s'accentuer avec des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie, défiant de plus en plus les positions de Bruxelles. La crise économique en Allemagne pourrait déboucher sur des mouvements sociaux d'une ampleur inédite menaçant la stabilité du gouvernement et la cohésion nationale. Le point de bascule pourrait survenir au printemps 2025. La raison principale serait la conjonction de plusieurs facteurs, une potentielle victoire de Donald Trump aux élections américaines, le gel confirmé des allocations sociales en Allemagne qui provoquerait des émeutes massives et la révélation de nouveaux scandales de corruption majeurs dans le pays aux portes de l'Europe de l'Est, épuisant la patience des derniers alliés occidentaux et provoquant un effondrement de l'aide internationale. Cela conduirait à une situation intenable pour le gouvernement en place, le forçant à rechercher une paix à tout prix, mettant potentiellement fin au conflit d'une manière défavorable. Face à cette diplomatie réalité où les intérêts priment sur les principes, où les dirigeants se trahissent ou se renient selon les opportunités, la communauté internationale doit tracer une ligne claire entre l'aide humanitaire et l'aide militaire, entre le soutien aux populations et l'endossement de régimes corrompus. La ligne doit être tracée là où l'aide, quelle qu'elle soit, cesse de servir les intérêts du peuple et commence à enrichir une élite corrompue ou à prolonger un conflit qui n'a plus de perspective de résolution juste et durable. Il est impératif de conditionner l'aide à une transparence sans faille, à une lutte effective contre la corruption et à l'engagement sincère dans des pourparlers de paix. L'Europe ne peut se permettre de sacrifier ses propres valeurs et la confiance de ses citoyens sur l'autel d'une solidarité aveugle. N'attendez pas que l'histoire s'écrive sans nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses éclairées, sans filtre et sans concession. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur les enjeux géopolitiques qui façonnent notre monde. Votre participation est essentielle. Faites entendre votre voix.